je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, l'émission Art Racaille, qui sera consacrée aujourd'hui à un bouquin des éditions L'Insomniaque, une maison d'édition que vous avez intérêt à découvrir. Enfin, on va essayer de vous la faire découvrir avec un de ses responsables, Julius Vandal. C'est un nom prédestiné pour un éditeur. Voilà, surtout un éditeur d'art. Oui, un éditeur d'art surtout, oui. Peintre et vilain. Et alors, j'avouerai que je viens de découvrir, grâce à cette maison d'édition associative, que effectivement, il y avait des vilains en Allemagne au XVIe siècle, et puis qu'il y avait des peintres aussi, des graveurs, etc. Et que tous ces gens-là se sont rencontrés au cours de révoltes sanglantes de ces paysans, ces vilains, comme on les appelait, contre la noblesse, le clergé, tous les pouvoirs établis. Voilà. Vous venez d'écouter évidemment Noir Désir dans ses œuvres. Et cette émission, comme d'habitude, un petit préambule, un petit truc là, qu'on met devant, un regard en marge sur l'art, et c'est là que c'est difficile. On s'en rend compte d'ailleurs quand on ouvre ce bouquin de peintres et vilains. Et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne, et là on baigne dans le plaisir, parce que on a un boulevard pour déconner sur ces déconneurs professionnels. Voilà. Une petite citation pour la route de George Orwell dans 1984, son bouquin 1984. Ils se révolteront quand ils seront devenus conscients. Et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. C'est à méditer, c'est un sujet de philo pour le prochain bac. Voilà. La camarade qui vient de partir, là, tu la sens, ma 5e puissance, c'est ça? Ouais. Vous pouvez l'écouter évidemment cette nuit sur Radio Libertaire à partir de minuit, où elle vous parlera des derniers, de ce qu'elle a écouté, ce qu'elle a vécu à propos de la COP 21 qu'elle a suivie pendant tout le temps que cette fumisterie s'est déroulée. Enfin, si vous aviez les discussions qu'on a avec Piquet-Coup là-dessus, c'est pas triste. C'est dommage qu'on les enregistre pas parce que ça mettrait de l'ambiance. Voilà. Bonjour tout le monde. Moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous contacter pendant les pauses musicales ou à la fin d'émission. Oui, et Julius Vandal nous dira en préambule du gros de l'émission, après le presse-papier, qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ce blaze de Julius Vandal, qui m'a un peu interloqué, mais bon, il m'a dit pourquoi, et maintenant je suis plus rassuré, mais vous, ça doit vous poser aussi quelques questions. Voilà. Georges Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Dédié à cette espèce de charognard de Philippe Val, qui fait parler les morts, en tout cas c'est l'avis de Catherine Veil-Sinet, la femme de Sinet, voilà, qui a fait un papier dans le dernier Ciné mensuel à propos du dernier livre de Philippe Val sur Charlie Hebdo. Ça, on n'en finira pas avec ce truc, hein, qui revisite l'histoire pour construire son propre panthéon. Ça a commencé il y a déjà un certain temps. Alors pour la compagne de Siné, c'est un florilège de mensonges. Cavana, réveille-toi, il est devenu fou, note-t-elle, et ça ne date pas d'hier. Voilà, on commençait à découvrir évidemment ce personnage au fil de la suite, enfin tous ces gens qui ont travaillé dans ce journal et qui en sont ressortis du massacre. Il y en a quelques-uns qui parlent, voilà. Et vous savez que Siné, qui a maintenant plus de 90 ans, qui il marche plus, il a une chaise roulante et une bouteille d'oxygène pour pouvoir respirer.
Eh ben, Ciné s'était fait virer il y a une dizaine d'années de Charlie Hebdo sous prétexte d'antisémitisme. Alors on se gausse. Ciné antisémite, ça serait su depuis le temps qu'il déconne. Non, c'était un prétexte pour virer un mec qui était un petit peu gênant pour un opportuniste arriviste comme Philippe Val. Voilà. Alors quand je dis opportuniste arriviste, je suis encore gentil. Alors dans ce bouquin, il invente un truc aussi grossier que ça, que Cavana vivait grassement grâce à lui. GB le remerciait chaleureusement sur son lit de mort. Il aidait Ciné à surmonter une dépression et lui redonnait goût au travail. Alors, la vérité, ce qui semblerait être la vérité, au contraire, c'est que Cavana vivait très chichement. Alors là, on pourrait vous faire le détail de tout ce qu'il a dû subir, Cavana, de la part de ce Jean Foutre là. Et GB ne pouvait pas le blairer. Quant à Ciné, il a toujours pété le feu. Ça, on peut vous dire qu'on était, nous, à l'enterrement de Cavana au cimetière du Père-Lachaise et qu'on s'est gelé les burnes pendant je sais plus combien de temps dehors là, sur un banc en pierre, et que le père Ciné, c'était le seul qui a eu un discours à peu près cohérent, bref mais cohérent dans cette veillée funèbre. Voilà, et puis sur sa chaise roulante, il n'avait pas l'air malade, hein. Et on se demandait même s'il n'avait pas une chaise roulante pour faire le malade, parce qu'il a été vraiment très énergique. Voilà. Alors, toujours le même, Valls, vous allez me dire, c'est un petit déballage un petit peu quand même juste, mais enfin bon, moi ça m'a tellement indigné cette histoire-là, parce que je connais Ciné depuis l'âge de mes 16 ans, vous voyez, ça fait un bon bout de temps. Quand j'allais à l'école à Paris, quai de la Râpée, je me souviens, il y avait des affiches de Ciné avec son chat. Vous voyez, ça remonte aux années, fin des années 50, début des années 60. Ah, c'est pas jeune. Bon! Voilà, alors, alors il prétend avoir offert des actions à Cavana qui les aurait refusées. C'est faux, Cavana l'aurait mis en garde contre Ciné et lui aurait conseillé de le virer. Pure invention. Cavana écrivait dans Charlie pour répondre à ça, c'est une vraie saloperie. Il aurait, j'en suis sûr, écrit la même chose au sujet de ce qu'il écrit sur Delphine de Thon. Il affirme que Cavana était tellement heureux à Charlie qu'en 2011, il aurait prolongé de 25 ans le droit pour Charlie d'utiliser le titre dont il était l'auteur. Il oublie de dire que c'était pour Cavana la seule manière de récupérer les droits sur Harakiri, sur laquelle il avait fait aussi main basse. Alors là, je ne vais pas lire tout l'article, quoique ça vaudra le coup, mais je vous conseille plutôt d'acheter le dernier Charlie Hebdo, le dernier Ciné Hebdo. Voilà, où il y a tous les détails sur ce mec, mais sachez que ce type, il s'est fait, mais il a gagné des centaines de milliers d'euros avec Charlie Hebdo, en louant aux propriétaires des locaux de Charlie Hebdo, les locaux de Charlie Hebdo. Non mais ce mec, il était payé 12 000 et quelques euros par mois, alors que Cavana, il arrivait pas péniblement à un petit SMIG, hein. Ou SMIC, je sais pas. Il avait 2 fois 800 euros, Cavana. 2 fois 800 euros pour sa chronique, et il y avait un autre 800 euros. Et effectivement, Val était salarié à 13 000 euros par mois. 13 000 euros par mois, voilà. Donc, il est avec l'appui, évidemment, alors moi je suis tombé sur le cul aussi, avec l'appui de Cabu, le saint Cabu, voilà, pour certains c'est vraiment un saint laïque, mais bon, il aimait aussi le pognon, apparemment, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour vous dégoûter? Oui, c'était le truc d'antisémite, soi-disant le propos antisémite de Ciné, c'est à propos du mariage du fils de Mystère Talonnette, la Sarkozy, qui a épousé une fille de Darty, et qui s'est converti soi-disant au judaïsme pour épouser cette fille. Voilà. Voilà, il a réussi à l'aide, c'est toujours ce mec là, comment il s'appelle, Val, qui a réussi à embobiner tout le monde, sauf qu'il a été condamné par les prud'hommes à verser à Ciné 90 000 euros pour un licenciement abusif et aux frais 30 000 euros aux frais de Val. Ça, il s'en est pas vanté. C'est donc que ce qu'il avait dit, c'était faux. Et ainsi s'est déroulée la vie de ce parasite jusqu'à ce qu'il quitte, après avoir fait
vraiment beaucoup de dégâts jusqu'à ce qu'il quitte Charlie Hebdo. Et là, il continue, si vous voulez, à serrer du gras sur cette histoire en publiant ce bouquin qui est donc, je répète, un florilège de mensonges et qui reconstruit évidemment sa bio d'une manière complètement trafiquée. Mais ça, c'est pas une exception. On va pas non plus. On relève seulement parce que c'est, si vous voulez, c'est Charlie. C'est un bouquin qui, à une époque de sa vie, a été proche de nous. Pas vraiment jusqu'à la fin, on peut pas dire. Et puis que bon, il y a cette histoire de Cavana, etc., qui est assez pitoyable, et de ce mec, si vous voulez, qui n'a pas arrêté, mais il a continué ses pétarades à la radio, à France Inter avec Veil. Là, il a viré aussi Deportes, il a viré des gens, des humoristes qui n'étaient pas à son goût. Voilà. Oui. Ouais, ce que je veux dire, c'est que si on veut prendre un peu le contre-pied de tout ça, il faut lire le livre de Denis Robert qui s'appelle Mohican, justement, qui revient sur toutes ces années Cavana. Il y a eu un petit encart sur le site de Mermet, là-bas si j'y suis, où justement Denis Robert a présenté un petit peu tout son boulot. C'est un journaliste d'investigation, tout ce qu'il dit a été vérifié à maintes reprises, donc c'est un bouquin qui est fiable, quoi. Oui, c'est un journaliste d'investigation qui a eu près de 200 procès à propos de l'affaire Clearstream, etc., etc. Enfin voilà, si vous voulez, il y a une concordance il y a ça tous les, je sais pas, si vous voulez, la femme de ciné qui est impliquée à ce titre dans cette histoire, elle n'est pas toute seule. Il y a plusieurs voix qui s'unissent à la sienne pour dénoncer les pétarades de ce guignol de Val. Voilà. Voilà. Bon moi écoute, je vais aller voir du côté de ce qui se passe actuellement avec l'état d'urgence. Maintenant que le rideau est tombé sur la scène de la COP 21, qu'on a terminé de ce spectacle burlesque, que nos élites ont joué quand même pendant une dizaine de jours. Ils se sont applaudis, on est content. Fabius a rangé son costume de guignol. Les politiques et les industriels peuvent retourner à leur vaquerie habituelle, et les assignés à résidence surtout les assignés à résidence écologistes, vont retrouver un petit peu de liberté s'ils n'ont pas été écroués entre-temps, quand les pointages 3 fois par jour au commissariat n'étaient pas possibles. Donc les gendarmes ont encore quelques portes à défoncer pour des perquisitions bidons, car l'état d'urgence, lui, a encore de longues journées devant lui, et la liste des dérapages non contrôlés s'allonge toujours. Alors, j'ai trouvé trois exemples sur Internet. Alors voilà, par exemple, une jeune quadragénaire qui vivait dans un 2 pièces au rez-de-chaussée d'un immeuble d'un quartier calme et résidentiel dans une commune des Hauts-de-Seine a vu la police défoncer sa porte la nuit du 23 novembre. Elle est seule, son ex-compagnon est venu chercher leur fils pour dîner et passer la nuit. Elle regarde la télé et se couche vers minuit, quand elle est réveillée par de violents coups contre sa porte. Alors elle pense que c'est un cambriolage et elle crie qu'on appelle la police, sans savoir que c'est justement la police qui s'invite brutalement chez elle. Ouais. Donc cet homme déboule dans son appartement, commence à fouiller, puis cherche son ex-conjoint qui est musulman, barbu, qui n'habite plus là depuis 2010 et dont le casier judiciaire est vierge. Alors lui sera perquisitionné le lendemain, sans suite, et elle souligne que certains des policiers semblaient quand même un petit peu désolés, et l'un d'eux va faire venir un serrurier. Alors pour les serruriers sont contents, leurs affaires sont au beau fixe en ce moment. Et la préfecture des Hauts-de-Seine, elle, ne souhaite pas communiquer, entre guillemets, de façon individuelle sur les perquisitions administratives. Alors cette jeune femme n'a pas de preuve écrite de la perquisition. En fait, elle a refusé de signer le PV de la police parce qu'il y avait des erreurs. Il mentionnait par exemple qu'elle avait refusé d'ouvrir la porte avant l'intervention des policiers et que son domicile était suspecté d'abriter des armes. Alors elle a souhaité que le document soit modifié, mais le policier a refusé, en indiquant que sa seule option était de ne pas signer et que dans tous les cas, elle n'aurait pas d'autre copie, quoi. Donc pas possible d'obtenir une indemnité pour les travaux de réparation de la porte. Et le commissariat lui a répondu, compte tenu que vous avez hébergé ou que vous hébergez le monsieur qui était mis en cause, vous n'avez le droit à aucune indemnisation. Voilà, c'est très bien. Au revoir madame. Alors à Argenteuil, c'est un foyer géré par une association musulmane pour femmes en détresse qui est perquisitionné.
Et cette fois-ci, ce sont une quinzaine de policiers armés, certains cagoulés, qui débarquent dans la chambre de Célia, qui est seule ce soir-là dans le foyer. Donc elle se fait plaquer au mur, arracher son téléphone, elle était en train d'écrire quelques textos. La chambre est retournée et fouillée. Et les policiers, là, se lâchent même verbalement, lui ont arraché son voile et lui disent « c'est du gâchis, vous êtes jeune, belle, bien gaulée, vous pouvez vous en sortir ». Les chambres des autres occupantes y passent aussi, on leur porte défoncées quand elles sont malheureusement fermées à clé. Et 2h30 plus tard, la police plie bagage en souhaitant bonne soirée à Célia. Alors pourquoi ce foyer a-t-il été la cible de cette perquisition ? Le seul indice, c'est un récépissé fourni par les policiers. Et sur le bout de papier, il est simplement indiqué que l'association Bethouna est fréquentée par des personnes dont le comportement constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Ben oui. Amis délateurs, bonjour. Une méprise aussi, donc là c'est un troisième cas, c'est une méprise qui a été reconnue tout de même par le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est Nasser. Nasser, jusqu'alors, est inconnu des services de police. Il vit avec sa femme, ses 4 enfants dans le nord de Marseille. Et il s'est vu obligé de pointer 4 fois par jour à 12 km de chez lui pour suspicion de radicalisation et de préparation d'attentats terroristes. Alors, l'histoire, c'est que Nasser a travaillé chez Veolia, donc dans une station d'épuration, puis il est tombé malade suite à des intoxications qui étaient dues à l'absorption de produits chimiques dont il n'a pas été suffisamment protégé par son employeur. Donc, il a été reconnu invalide à 25% par une commission d'expertise médicale. Et c'est parce qu'il est retourné sur son lieu de travail, contacté par un ancien collègue, en fait, qui souhaitait lui faire récupérer du matériel sportif dans un local à l'abandon, que son patron l'a dénoncé à la police, en prétextant une visite sur un lieu sensible. Effectivement, pas de chance pour Nasser, parce qu'il avait cherché sur son ordinateur des informations sur des produits chimiques qui l'avaient empoisonné. Donc, il y avait dans son moteur de recherche produits chimiques dans les traitements de l'eau, quoi. Donc, son domicile, à la suite de ça, a été perquisitionné. Et il faut quand même savoir que dans son quartier, il passe même pour un mauvais musulman parce qu'il ne va pas à la mosquée. Sa femme, elle, est bénévole au secours populaire. Et si certains voisins l'ont aidé, d'autres ne lui disent plus bonjour. Et ses enfants sont suivis par un psychologue. Ben voilà, toutes les séquelles, les dommages collatéraux de cette espèce d'état d'urgence, état d'exception plutôt à mon avis. Enfin bon, voilà et en même temps ça donne, si vous voulez, ça délie les langues de toutes les balances qu'il y a en France. On a une longue tradition de corbeaux, de dénonciateurs, de calomniateurs, etc. Toujours en temps de guerre. Et vous savez que la dernière guerre a eu son lot d'atrocités de ce genre pour dépouiller tel ou tel de son appartement, de préférence s'il était juif, c'était plus facile, ou de son commerce, etc., qui ont envoyé des milliers et des milliers de Français de confession juive à la mort, quoi. Par exemple, mais il n'y a pas que les juifs, eux, ils ont payé le plus lourd tribut, mais il y a eu aussi les homosexuels, il y a eu les communistes, les francs-maçons, les voilà. Communistes, enfin, dans etc. le cas présent, là, c'est 3 exemples parmi beaucoup d'autres. Cécile, je crois, racontait aussi sur un squat d'artistes qui s'est vu aussi plaqué au sol avec les mitrailleuses sur la tempe pratiquement, enfin le raid qui avait déboulé. Et sur moi j'invite toujours à regarder donc ce site qui s'appelle la Quadrature du Net, qui recense effectivement tout ce qui s'est passé depuis l'instauration de cet état d'urgence. Et on peut d'ailleurs voir que on en est à 2200 perquisitions. Ouais, qui rappelle un peu l'ambiance qui régnait en France pendant la guerre d'Algérie, particulièrement à la fin, où je me souviens que comme d'autres jeunes gens de cette époque, on s'est retrouvés plaqués au mur avec des mitraillettes dans le dos sous n'importe quel prétexte, quoi. Voilà, les flics se lâchaient comme dans toutes les périodes comme ça. Ils se lâchent, ils savent qu'ils ont rien à craindre, tout est justifié par l'état d'urgence ou d'exception qui règne. Et voilà, allons-y, les mecs, vous lâchez-vous, en vous lâchant comme ça, vous lâcherez peut-être la grappe à vos bonnes femmes, voilà, elles seront peut-être un peu plus tranquilles pendant tout l'état d'urgence. Ouais. Non, mais c'est ce qui était. Mon fils m'a raconté justement un cas similaire dimanche matin quand il a travaillé, un collègue qu'il devait rencontrer à la station Bobigny, alors que c'est quelqu'un qui présente rien de particulier, c'est fait d'un coup plaqué par un cordon de flics qui l'a plaqué au sol, qui l'a maltraité, qui a demandé s'il n'était pas radicalisé. Enfin, bon, c'est voilà. Et ça, c'est des choses qui arrivent systématiquement. Si on en entend parler aussi souvent, c'est que ça arrive beaucoup, quoi. Oui, bien sûr.
Eh tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée, sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et y a beaucoup trop de déviations. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Eh tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Entre le fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner. Est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles. Pour l'avenir, pour les enfants, essayons de ne pas rester insensibles. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer. Regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu. Mais ce qu'il y a devant, c'est si grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure, leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini, compte à rebours du vide, tu rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur. Il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites. Et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Il y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui dévore. Pas de place pour les gentils, les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on l'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins, il y a les petits, la voisine, il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider car rien n'a pris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force ne plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie, c'est comme du gruyère. Mais personne te le dit, t'as une belle âme.
Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne, on va rien lâcher. On va aimer, regarder derrière, pour rien oublier. C'était Grand Corps Malade qui interprétait Course contre la honte, une très très belle chanson. Oui, voilà, maintenant qu'on a craché notre venin, on va sucer notre miel avec le camarade Julius Vandal pour son livre, enfin le livre de son association, dont il est évidemment Peintres et Vilains, voilà les éditions L'Insomniaque, voilà, il va nous parler de tout ça. Après la pause musicale, Piquet-Coup nous fera connaître par un extrait un texte sur ces choses, sur ces vilains, etc. Un texte de qui déjà? De Maurice Pianzola, oui, pardon. Voilà, j'ai la tête un peu ailleurs ce matin. Tout de suite, je passe la parole donc à Julius Vandal qui va se lancer, et puis moi, comme ça, je vais pouvoir avoir les doigts de pied en éventail. Chacun son tour. Maurice Pianzola, donc, c'est l'auteur de ce livre, Peintres et Vilains, qui est paru aux éditions L'Insomniaque. Il est né en 1917, il est mort en 2004, donc il y a 11 ans, à un âge vénérable. Il a été conservateur du musée d'art historique de Genève pendant assez longtemps. Il s'est tourné plutôt vers le Brésil dès les années 70 et sur l'époque baroque au Brésil, c'est-à-dire les débuts de la colonisation portugaise au Brésil, dont il est devenu une sorte d'amateur spécialisé en quelque sorte. Et ces livres dont je recommande la lecture, le Brésil baroque, etc. Donc son intérêt pour la Renaissance, les débuts de la Réforme, la guerre des paysans. On le retrouve aussi dans un autre ouvrage qu'il a écrit qui est sur Thomas Müntzer, qui est une figure de la guerre des paysans de 1525, qui vient d'être édité aux éditions Héros Limite. Donc Maurice Pianzola, Thomas Müntzer ou la guerre des paysans aux éditions Héros Limite. C'est vraiment une lecture indispensable pour comprendre, c'est vraiment un ouvrage de référence pour comprendre ce personnage, qui est un des personnages révolutionnaires principaux de l'histoire allemande et de l'histoire de l'Europe. Le livre dont nous allons parler maintenant, Peintres et Vilains, a un rapport direct c'est également un livre sur la guerre des paysans de 1525. Et en particulier sur le rapport des artistes de l'époque, des artistes de la Rhénanie, de l'Allemagne de l'époque, à cette insurrection. Alors, cette insurrection paysanne qui s'est soldée par la mort de 100 000 insurgés. 100 000 insurgés, oui, d'accord. Selon Pianzola. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis l'éditeur. Comme lui, il est décédé, il peut pas venir parler de son texte. Et donc, toutes les informations que je livre, elles sont corroborées, mais dans d'autres documentations, je ne suis pas un spécialiste. Un tel mouvement social qui est né de la Réforme. Au début du XVIe siècle, tout le monde sait que Martin Luther, a rompu avec Rome, avec le clergé catholique, pour fonder en quelque sorte une hérésie qui a eu du succès et qu'on appelle le protestantisme. Et c'est en Allemagne qu'elle a connu ses premiers succès, dans la mesure où non seulement il y a eu il était allemand, Luther évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers le luthérianisme, mais également des hommes d'État, c'est-à-dire essentiellement des petits potentats, petits princes, ducs et évêques électeurs, puisque l'Allemagne était morcelée à l'époque, comme
tout le monde le sait, et qui se sont ralliés au protestantisme tout simplement pour s'affranchir des liens qu'ils avaient avec Rome et avec le Saint-Empire germanique, et pour faire leurs propres affaires, pour être plus indépendants. Mais qui avait gardé évidemment l'esprit féodal et qui continuait évidemment à exploiter, maltraiter, persécuter les pauvres et aussi les esprits rebelles. Mais en même temps, peut-être aussi récupérer les biens de l'Église. Évidemment, non. C'est comme en Angleterre à la même époque, Henri VIII. Le but de la manœuvre, non seulement c'est de s'affranchir d'une autorité qui n'est pas séculaire, donc qui est purement religieuse, mais c'est aussi de lui confisquer une bonne partie de ses biens, parce que c'était évidemment le plus gros propriétaire foncier, c'était l'Église, je veux dire, c'était la principale puissance idéologique, mais aussi la principale puissance matérielle. Donc c'est dans ce contexte-là que les paysans portés par l'esprit de la réforme en Allemagne de l'Ouest, comme ça, ont saisi l'occasion pour se révolter, eux, contre la féodalité. Donc c'est une sorte de combat à trois. Il y a le Saint-Empire germanique, qui défend les intérêts de Rome en Allemagne, qui s'oppose aux princes, et aux princes convertis au protestantisme. Les princes convertis au protestantisme s'opposent à leur propre population, c'est-à-dire la population à l'époque était essentiellement paysanne, et elle s'est révoltée, avec plein de relais dans les villes. Et c'est là qu'on arrive aux artistes et au rapport à l'art à l'époque, c'est que évidemment dans ces villes, c'est l'art de la Renaissance qui est en train de naître. C'est l'époque de peintres aussi et de graveurs aussi importants dans l'histoire de l'art. Albrecht Dürer, Lucas Cranach l'ancien, Hans Holbein le jeune, et d'autres qui sont plus mineurs, enfin dont l'histoire a moins retenu le nom, mais qui sont essentiels aussi dans cette époque, comme Urs Graf, qui était lansquenais. Et donc dont le hobby était de dessiner, il était comme un dessinateur génial, comme on peut le voir dans ce livre, ou Hans Sebald Beham, qui était un graveur professionnel, mais qui était aussi un agitateur et qui a été poursuivi par les autorités épiscopales. Enfin, c'est tout un roman. Dans ce livre, Pianzola souligne le rapport qu'il y a entre une révolution, une insurrection populaire, qui a toutes les puissances contre elle, y compris donc les Luther, le clergé protestant naissant de l'époque, les petits roitelets anti-papistes, et une sorte d'avant-garde artistique, parce que c'est à ce moment-là que l'art, au début de la Renaissance, donc, surtout en Allemagne, est en train de se transformer complètement, pour plusieurs raisons. La première, c'est la propagation de la gravure, qui est une technique relativement récente, et qui va permettre, un peu comme l'imprimerie, et en même temps que l'imprimerie, de s'affranchir du joug intellectuel du clergé sur les idées, et donc de passer d'une propagande qui était purement cléricale et orale à une propagande graphique et en langue vernaculaire, c'est-à-dire en l'occurrence en allemand, et qui va même être anticlérical. Et donc il y a un mouvement de rejet général du clergé catholique, prévaricateur, qui vendait des indulgences, etc. Bon, ça c'est assez bien connu. Mais ce qu'on sait moins, c'est que presque tous les grands artistes allemands de cette époque, non seulement ont rejoint la Réforme, mais pour la plupart d'entre eux, les extrêmes de la Réforme, c'est-à-dire qu'ils ont salué, ils ont illustré et ils ont défendu, et certains au péril de leur vie, la révolte paysanne, l'insurrection paysanne de 1525, qui était pas
qui est une sorte de catharsis, mais qui est qui est comment dire, l'aboutissement de plusieurs jacqueries précédentes qu'il y avait eu, donc celle de la Bundschuh, la ligue de la chaussure, qui avait eu une génération avant. Donc il y avait régulièrement des jacqueries. Celle-ci, grâce à l'impact de la réforme et on va dire au chaos politique que la réforme avait créé en Allemagne, va prendre une ampleur beaucoup plus grande. Elle va vraiment menacer. Donc c'est un des premiers moments dans l'histoire moderne, donc dans l'histoire de l'Europe moderne, où une insurrection populaire est en mesure de s'emparer de vastes zones et d'exercer son pouvoir. Alors, faut pas se faire d'illusions. C'était, il y avait de la même manière qu'il y avait des artistes, et il y avait également des intellectuels comme Münzer qui étaient en quelque sorte les médiateurs, les porte-paroles de cette insurrection. Mais il y avait quand même, si vous voulez, les médiateurs, comment dire, les artistes ont été influencés et ont influencé ce mouvement. C'est le rapport classique qu'il y a entre l'avant-garde et la révolution, entre l'avant-garde artistique et la révolution. Pion Zola est une tradition marxiste, hein. Donc il pouvait, c'est pas mentionné dans son livre, mais il pouvait pas ne pas avoir à l'esprit en l'écrivant tout ce qui s'est passé au XXe siècle à cet égard, c'est-à-dire par exemple le rapport des avant-gardes entre la révolution et les avant-gardes russes, enfin, constructivistes et futuristes, et les débuts de la révolution russe, le rapport qu'il y a entre dadaïstes et expressionnistes en Allemagne et la révolution allemande avortée de 1918-1920. On pourrait multiplier les exemples comme ça, bon, aux États-Unis, en Amérique latine. Il me semble, ça reste à prouver, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu de mouvement social important et révolutionnaire qui coïncide pas avec la naissance ou la florescence d'une avant-garde artistique également révolutionnaire, non seulement révolutionnaire dans ses idées, mais dans sa manière de transformer son art. Hein. Donc je pense que Pion Zola avait ça à l'esprit quand il a écrit son récit, mais il le mentionne pas. Ce qui est intéressant avec ce livre aussi, c'est que ça n'est pas une étude savante avec beaucoup de sources, de références, de notes de bas de page. C'est un récit, donc avec même il emprunte un peu au roman historique en introduisant, en romançant des personnages dont on sait presque rien, mais il le fait de manière très plausible. Et puis ça repose quand même sur une solide érudition et qui fait que le mariage de cette érudition et de cette manière agréable et littéraire de narrer rend la lecture vraiment très agréable. Et avec ça, bon, il y a nous en tant qu'éditeurs, on a rajouté, on a mis. J'ai oublié de signaler que ce livre était sorti en 1962 une première fois, avec des illustrations choisies par Pion Zola, mais il n'a jamais été réellement réédité, illustré comme ça depuis. Donc nous, on a choisi non seulement de profiter de l'évolution des moyens d'impression pour retraiter toute l'iconographie que Pion Zola avait réunie pour la première édition, mais on a également rajouté d'autres images pertinentes que sans doute il aurait approuvées, voire choisies. À l'époque, c'était beaucoup plus coûteux évidemment de reproduire des images. Donc on peut dire que c'est une sorte d'édition du point de vue de l'iconographie qui est enrichie par rapport à la première, qui de toute façon remonte à 1962. Il y a peu de, j'imagine qu'il y en a encore peu d'exemplaires en circulation. Donc voilà. Donc donc là c'est tout en couleur. Il y a un soin de l'iconographie. Je vous laisse. Je vais pas dire c'est le cadeau des traînes ou de fin d'année idéal, mais il y a un petit côté comme ça. Mais surtout, c'est le texte qui éclaire les images autant que les images éclairent le texte. Pour une fois, c'est pas abstrait, quoi. C'est vraiment, on a
parfois l'impression d'y a une sorte de bande dessinée, de récits, de romans graphiques, il y a vraiment une cohérence entre la manière de narrer de Pianzola, l'iconographie qu'il a choisie et la manière dont ça se succède dans le livre, qui est extrêmement symbiotique. Et ta manière à toi de raconter tout ça, qui est captivante, parce que c'est de l'érudition, mais qui est à la portée de tout le monde. Si, bien sûr. T'as des mots, on sent bien que tu possèdes vraiment ton sujet, que t'es vraiment au cœur de la fusion, mais tu t'arrives à faire passer ça tranquillement, et c'est assez captivant, je dois dire. Vraiment, je suis assez encore une fois. Déjà, j'ai été surpris par la qualité de cette édition. C'est quand même une association à but non lucratif qui fait ça. C'est une bande de... je veux pas dire des mots méchants, mais c'est quand même une bande d'individus malautrous qui édite ça, et c'est vraiment c'est très professionnel, c'est très beau, c'est très bien fait, et c'est très bien dit en même temps, sans flagornerie, évidemment. Ici c'est pas le genre de la maison, mais quand même moi je suis vachement fier et en même temps content. J'ai très fier ce matin de beaucoup de choses, mais là aussi de te recevoir, parce que ça donne un ton à cette émission qui est vraiment en phase avec ce qu'on pense et ce qu'on cherche à montrer. Venez à moi, claque patin, loqueteux, joueur de musette, clampin, loupeur, voyou, catin, et marmousé, marmousette, tas de traîne, cul et ouzette, race d'indépendants fougueux, je suis du pays dont vous êtes le poète et le roi des gueux. Vous que la bise des matins, que la pluie aux âpres s'ajette, que les gendarmes les matins, les coups, les fièvres, les disettes, prennent toujours pour amusette, vous dont l'habit mince et fongueux, par effet de vieille gazette, le poète et le roi des gueux. Vous que le chaud soleil atteint, hurlubier dont les peaux bisettes ressemblent à l'or des gratins, gouges au front plein de frisettes, momignard nu sans chemisette, vieux à l'œil cavonné rugueux, au menton en casse-noisette, le poète et le roi des gueux. Ô gueux, mes sujets, mes sujettes, je serai votre maître gueux. Tu vivras un monde qui végète, le poète et le roi des gueux. Tu vivras un monde qui végète, le poète et le roi des gueux. Voilà, c'était la ballade du roi des gueux. C'est interprété par Tonio Gimène et c'est un texte de Jean Richepin. Voilà. Et toujours sur Radio Libertaire, à Racaille, ce matin, Peintres et vilains aux éditions L'Insomniaque avec Julius Vandal, que vous avez pu déjà écouter, qui va poursuivre justement avec c'est Piquet Cook qui lit un extrait maintenant. Et Piquet va lire un extrait, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, de quelqu'un qui a été impliqué dans cette révolution et voilà, qui est en corollaire à ce livre. Voilà, c'est Jos Fritz qui était un des meneurs de cette révolte. Alors, faut préciser que dans le livre, effectivement, il y a une partie, ça mêle un peu la fiction et l'histoire. Donc là, c'est une partie un peu fictive de comment ce Jos Fritz va réussir à faire peindre cette bannière qui faisait peur justement là, avec le fameux bout de chou. Là. Ouais. Donc il faut au paysan Jos Fritz un homme qui consente à orner la bannière de soie bleue sur laquelle il a déjà fait broder une croix blanche. C'est un bunchou, un broquetin à lacets comme en portaient les paysans qu'il devra peindre sur le drapeau.
Il ne sera sans doute pas facile de trouver un artiste qui accepte d'assumer le terrible risque de représenter sur la soie d'une bannière le pauvre godillot dont les serfs avaient fait leur emblème contre les bottes des féodaux. Le paysan Jos se rendit à Fribourg, à l'auberge du Miroir où se réunissait la corporation des tailleurs, parmi lesquels il comptait des amis, on lui indiquerait un peintre. En route, il pense à la joie du vigneron Kilian Meger, qui lui a annoncé la veille « Dieu soit loué, Jos, j'ai vendu 5 mesures de mon meilleur vin à un boulanger de la ville, et voici un demi-florin d'or pour la bannière. » Jos tâte dans sa ceinture tout l'argent recueilli, et s'émerveille qu'une telle somme ait pu être rassemblée en ces temps de misère. « Allons, se dit Jos, j'ai eu raison d'acheter de la soie pour la bannière, et non pas de la toile de lin comme d'habitude. Nous arriverons à payer le peintre, car tout travail mérite salaire, et il nous faut un bon travail. » On donne à Jos le nom du peintre Théodorsion, qui habite près du couvent des Dominicains. Mais le garde forestier évite d'y aller lui-même. Il rejoint dans une cour un paysan qu'il a fait venir de la montagne et que personne ne connaît ici. Il l'envoie sonder le peintre. Malheur! Le soir, à l'auberge où il se retrouve, le paysan est encore tout agité par le résultat de son entrevue avec maître Théodorsion, par lequel il a d'abord été bien reçu, jusqu'à ce qu'il lui ait demandé, après de longues hésitations, de bien vouloir peindre un boule-chou sur une bannière. Le peintre avait crié que c'était un guet-apens, qu'il ne voulait pas être mêlé à une entreprise criminelle et qu'il allait de ce pas avertir les autorités de ce qui se tramait. Il était vraiment grand temps de faire peindre la bannière et cette fois une bonne occasion se présentait. Un peintre venait d'arriver à Léon pour rafraîchir, en profitant des belles journées de l'été, les décorations de l'église du village. Le curé, Hans Schwarz, l'ancien bailli Hans Enderlin, vieillard réputé pour sa grande sagesse, et le garde Jos Fritz allaient faire une visite d'amitié au peintre qui se reposait dans l'église après une longue journée de travail. Ils le trouvèrent en train de manger son pain avec de la caillebotte et des œufs. On but un verre ensemble. Après un moment, Jos Fritz dit à l'artisan qu'un compagnon étranger de passage au village avait l'intention de faire peindre une bannière. Combien demanderait-il pour ce travail ? Cela dépend de ce qu'il faudra peindre. Un boule-chou, dit Jos froidement. Il y eut un silence dans la petite église. Pour rien au monde, je n'accepterais de peindre une telle bannière, s'écria l'artisan avec un accent de terreur. Les trois le regardèrent. Ils avaient déjà décidé ce qu'ils feraient en cas de refus. Jos se saisit du bras du peintre. « Compagnon, dit-il en le regardant fixement. Compagnon, tu ne parleras à personne sur la terre de ce qui a été dit ce soir ici. Oublie-le sur le champ, sinon il pourrait t'en coûter cher. » Jos ne s'était pas lancé sans raison dans ce long voyage. Et là, il trouva un peintre. Mais nul ne sait comment, et nul ne sait vraiment quel peintre il rencontra. Les vieilles chroniques rapportent pourtant qu'en 1513 travaillait dans cette petite cité de Heilbronn le peintre Jörg Radgeb, surnommé Jörg au tablier. Il brossait sur les murs des couvents des scènes de l'histoire biblique que le bon peuple allait voir en foule, parce que sans doute il se reconnaissait dans les personnages rudes, violents des passions de Radgeb, tout humble écrasé ou au contraire brandissant des armes, tout gens du peuple et non pas grasse princesse ou abbé bouffi. Voilà, donc là c'est un extrait des premières pages du livre, et après effectivement on va aller dans les premiers chapitres rencontrer un peu chaque peintre, et après ils vont tous se rassembler, je pense, à la révolte. Exactement. Oui. Donc oui, Radgeb, voilà, déjà par exemple Radgeb, le Jörg Radgeb, c'est un peintre qui n'est pas très connu, mais qui est assez connu pour que par exemple Raoul Vaneigem ait fait de Radgeb son pseudonyme pour quelques-uns des ouvrages qu'il avait écrits dans les années 70 sur l'autogestion généralisée, donc on voit où il puisait son inspiration. C'était un peintre effectivement dont l'œuvre sous le prétexte d'illustrer le récit des évangiles, le récit biblique, le récit sacré, extrêmement profane en réalité, puisqu'il reproduisait des situations sociales et politiques, et même en quelque sorte d'une manière critique. Donc c'est lui par exemple qui a peint le retable de Ehrenberg juste avant la guerre des paysans, qui annonce un peu
ces troubles quand on sait l'interpréter. Il y a d'autres peintres et graveurs. Je ne vais pas parler de Dürer, d'Holbein ou de Cranach là parce qu'ils sont suffisamment connus, imprimés. Bon, ce qui est moins connu évidemment, c'est leur rapport à cet épisode, on va dire la lutte des classes en Allemagne. Mais je vais parler de. Alors il y a beaucoup d'anonymes aussi qui sont, puisque grâce à la gravure, on pouvait publier anonymement facilement. Je vais aussi parler d'un graveur qui est très présent dans ce livre et qui est peu connu, sauf vraiment des amateurs de l'art gravé allemand du XVIe siècle. C'est le maître de Pétrarque, dont on ne connaît pas le nom. On lui a attribué ce nom parce qu'il a illustré donc l'œuvre de Pétrarque, donc une œuvre profane, et qu'il écrit, et il en profite en illustrant les vers de Pétrarque, il en profite pour faire une sorte de description graphique de la société allemande de son temps et des troubles qui l'ont bouleversé. Donc là, le maître de Pétrarque. Il y a aussi comme autre donc Cranach l'Ancien, dans sa première, il quand même mérite une mention spéciale parce qu'il était particulièrement radical, on va dire, dans sa jeunesse, et comme beaucoup d'autres, en vieillissant, il est évidemment devenu peintre de cour, pas autant que Holbein, qui était le peintre de la cour d'Angleterre, mais il est devenu surtout un peintre maniériste, qui a introduit le maniérisme en Allemagne et qui a. Mais au départ, comme on peut le voir dans ce livre, en particulier dans un thème classique pour les artistes un peu critiques et radicaux de l'époque, c'est les marchands chassés du temple, qui est vraiment au centre de la réforme, c'est-à-dire que les marchands ne doivent pas, on ne doit pas se faire du commerce avec la religion, et c'était tout le problème des indulgences, évidemment. Donc on voit comment sont reproduits les marchands, comment sont reproduits les braves gens en quelque sorte, et on voit la société allemande de l'époque. Est-ce que tu pourrais brièvement, quand même, pour des lecteurs, des auditeurs qui sont pas au fait de ce jeu-là, nous dire ce que c'est qu'une indulgence? Ah, excusez-moi, oui. Alors, une indulgence, c'était une manière de racheter ses péchés, tout simplement, en payant un membre du clergé qui était habilité par Rome pour les vendre. C'est une pratique qui était courante, qui a été courante même après la réforme dans les pays très catholiques comme la Pologne, l'Italie. Bon, en France, et après le Concile de Trente et tout, bon, ça c'est moins, c'est une pratique qui s'était moins répandue. Mais ça a fait beaucoup de tort à l'Église catholique dans la mesure où, c'était très ouvertement une manière marchande de pratiquer la religion. On pouvait racheter avec de l'argent ses péchés. En quelque sorte, c'est ça une indulgence. Et à partir du moment où elle est délivrée par un représentant de Dieu sur terre, on va pas en enfer. Et les gens croyaient que quand ils avaient péché, ils allaient en enfer. Et ils avaient évidemment tous péché. Donc c'était un commerce extrêmement lucratif. Ouais, Et d'ailleurs, dans le livre, je crois, c'est Deutsch, je me rappelle plus de son prénom, qui a même écrit une pièce de théâtre qui ridiculise tout ça. Alors voilà, donc j'allais arriver donc, je passe sur Holbein, j'allais arriver à Niklaus Manuel Deutsch, qui est également un petit maître, qui a fait quand même une mort troussant une fille qui est très célèbre, qui est une œuvre au rouge comme ça, et qui a également décrit les paysans et la guerre des paysans de l'époque. Et lui-même, il était engagé, ça c'est certain, et il aurait pu y passer, comme d'autres. On va y arriver. Donc alors il y a Urs Graf, lui c'est certain, il en est mort. C'était un lansquenet, donc toutes ces guerres, toute la répression était. Il n'y avait pas de CRS à l'époque, et il n'y avait pas de garde mobile, pas de GIGN. Quand on voulait réprimer des pauvres qui se révoltaient, et on louait les services on va dire d'autres pauvres en quelque sorte, qui étaient des lansquenets, qui étaient des mercenaires, des militaires professionnels
que ce soit en Italie ou en Allemagne, se mettait au service du plus offrant. Et lui-même, il était lansquené de profession, mais il sympathisait quand même pour la guerre, pour la révolte paysanne, pour les paysans eux-mêmes. Simplement, voilà, ça fait partie des contradictions du personnage. Et il a fini par trouver la mort sur le champ de bataille. Un autre, alors c'est un Suisse qui s'appelle Urs Graf, qui a été un peu révélé il y a 3 ans, quand il y a eu une petite exposition aux Beaux-Arts de Paris sur la gravure allemande, parce qu'il est vraiment très peu connu. C'est un Suisse pour lequel Pianzola a beaucoup d'affinités et qui est essentiellement un dessinateur et qui a vu les horreurs de la guerre et qui les décrit. Nous avons Deutsch, nous avons donc le maître de Pétrarque, nous avons comment il s'appelle, Urs Graf, et on va arriver à Hansebald Beham, excusez-moi pour la dyslexie, qui lui a carrément, lui, son frère et un groupe d'autres citoyens sont passés en procès, ont été accusés d'hérésie, ont été accusés et étaient très certainement liés à la révolte des paysans, dans la mesure où cette révolte avait dans les villes des soutiens, comme on vient de le voir dans le texte qui a été lu, avait des soutiens parmi les notables, voilà. Et le problème avec les insurgés qui risquent leur vie, c'est un peu comme avec les bandits qui risquent leur vie ou leur liberté, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à laisser beaucoup de traces, parce que de ce qui peut être considéré comme des méfaits, ou qui peut être considéré comme, en tout cas, pouvant leur coûter cher à eux ou à leurs proches. Donc c'est pas extrêmement bien documenté, mais ça l'est, et ce qu'on en sait, Pianzola l'a réuni dans cet ouvrage. Bon, voilà, donc ça, ce sont quand même 4 artistes assez méconnus qui sont bien présentés là. Bon, sur Dürer, donc, et sur Cranach, j'en dirais pas tellement plus. On a aussi des illustrations anonymes, comme j'ai dit. On a par exemple la chronique d'un monastère ou une véritable bande dessinée qui représente le conflit, comment les paysans insurgés s'emparent d'un couvent, le pillent, comment la Ligue Souabe, c'est-à-dire la Ligue des baronnets du sud de l'Allemagne, va intervenir pour les réprimer, etc. Donc voilà, il y a vraiment un côté plus que la grande qualité évidemment graphique, esthétique de ces images. Il y a vraiment le récit, on va dire, ce qui pouvait être difficilement écrit à cause de la censure, des dangers qu'on risquait à propager des écrits subversifs. D'une certaine manière, et d'une manière un peu plus subliminale, est contenue dans les images. Les images qui sont censées... on voit le martyre de Saint-Matthieu, par exemple, là, sous les yeux. En réalité, ce qu'on voit, c'est pas le martyre de Saint-Matthieu. Ce qu'on voit, c'est des soudards qui ont capturé des paysans et qui sont en train de les massacrer. Donc c'est des paysans de l'époque. Ça se passe pas en Palestine, ça se passe pas au temps des premiers chrétiens. Ça se passe ici et maintenant pour eux, et ça se passe dans l'Allemagne de 1525. Des paysans d'ailleurs qui sont toujours armés. Hein. On voit toujours le... Alors voilà, les paysans, c'est exceptionnel, ça, ils sont représentés de 2 manières essentiellement, dansant et armés. C'est-à-dire dansant, c'est-à-dire qu'on mesure qu'ils étaient... pour se révolter, il faut pas être un cerf rampant. Il faut déjà avoir une sorte de conscience, comme Orwell le disait, et il faut déjà avoir une sorte d'appétence pour la vie. Il faut avoir quelque chose à défendre, grosso modo, une conscience, une envie de vivre. Donc ces paysans, ils étaient pas rampants, ils dansaient, ils avaient toute une vie. C'est ce qu'ils voulaient défendre aussi contre le clergé, contre les princes, contre les potentats de l'époque. Alors, eux, ils n'étaient pas extrêmement... ils étaient rudes, évidemment. Bon, c'était des gens... Mais ils n'étaient pas... comment dire... Ils n'étaient pas très conscients au sens... presque ils étaient tous analphabètes, tout ça, mais
ils écoutaient des prêcheurs, comme Thomas Müntzer justement, qui avaient un discours assez subtil, et ils pouvaient se reconnaître dans un discours qui était assez subtil, qui est un mélange on va dire de programme social et d'eschatologie inévitable à l'époque, c'est-à-dire de messianisme, de Roland d'Anabaptiste, qui nous amène à Grunewald. Alors ce qui est un peintre extrêmement célèbre en France, parce que c'est lui qui a peint le retable d'Issenheim, qu'on peut voir à Colmar, qui est une œuvre extrêmement singulière. Je pense que c'est un des premiers qui s'est servi d'un cadavre pour représenter le Christ mort, qui c'est à la limite du sacrilège. Ah oui, tout à fait. Mais ça rajoute beaucoup de réalisme à cette œuvre, qui est une œuvre vraiment extrêmement morbide, mais qui alors c'est un personnage, Grunewald, on sait peu de choses de lui, mais on sait que secrètement il était ça on le sait, il était secrètement hérétique, c'est-à-dire beaucoup plus que protestant, anabaptiste, voilà. Et bon, on voit dans la manière dont il a fini qu'effectivement il n'était pas aimé des notables du coin. Voilà, donc bon, on a fait un peu le tour. Comment, pardon? Il a été exécuté. De quelle manière? Écoutez, je regarde dans le livre, mais je sais qu'il a connu une fin tragique. La roue. Oui, voilà. C'est vrai que Piazzolla, à la fin de son bouquin, dans un des derniers chapitres, en fait, raconte un petit peu ce que chacun est devenu, et on apprend d'ailleurs que Müntzer a fini d'une manière terrible, torturé, la tête sur le Müntzer, oui. Mais même parmi certains des artistes qui sont publiés, oui, alors voilà, par exemple, Radgeb a été écartelé. Voilà. Urs Graf a disparu sans doute sur le champ de bataille puisqu'il était militaire. Grunewald, sans doute enlevé par la peste, mais sans avoir plus rien peint, banni du souvenir des hommes. Voilà. Donc il était à l'index quand même. Le maître de Pétrarque, évidemment, il a laissé aucune trace. Les autres, ce sont... alors voilà, il y a un cas tragique, c'est l'Alsacien Tilman Riemenschneider, qui avait été torturé quand même, parce que pendant la guerre des paysans, et qui est mort sans doute des séquelles de ces tortures. Voilà, bon, quant aux autres, ils ont tous ceux enfin, il y en a beaucoup d'anonymes qui ont évidemment partagé le sort des 100 000 décapités de Thomas Müntzer, des 100 000 pendus et décapités et passés au fil de l'épée, qui est le bilan de la répression de la grande guerre des paysans de 1525. Que dire de plus? C'est à découvrir, en tout cas. Bon, c'est quelque chose, c'est une vision, si vous voulez, de l'histoire de l'art qu'on trouve rarement dans les livres d'histoire de l'art. C'est absolument. S'il y avait un argument de plus pour le lire ou découvrir les peintres et graveurs de cette époque, c'est que c'est pas on va dire, bon, ils ont beaucoup de points communs du point de vue graphique, mais c'est un mélange on va dire, de super pointure, maître de la perspective ou du maniérisme, de tout ce qui tout ce qui était ce qui fait la grandeur de l'art de la Renaissance. Mais il y a aussi, bon, on sent que grâce à la gravure, justement, quelque chose de plus naïf, qui est plus dans la continuité de l'art médiéval, et qui est qui tend à décrire la vie des gens à l'époque. Et la vie des gens, les gens essentiellement, c'était les paysans parce qu'ils représentaient l'énorme majorité de la population. Donc, pour décrire la société, il faut décrire la vie des champs. Et évidemment des bourgades marchandes, des villes de foire où les paysans allaient. Toute l'économie de l'époque évidemment était rurale, et surtout dans cette région. Oui, je crois que, enfin, ce qu'on relevait avec Piquet-Coux, quand on a regardé ses livres, quand on a parlé, etc., c'est que particulièrement Piquet-Coux, qui est
une amatrice des scènes de genre flamandes, etc., etc. C'est bizarrement, c'est que dans le nord de l'Europe ou jusqu'en Allemagne évidemment, où les peintres, les artistes s'intéressent à la vie populaire et la transcrivent dans leurs œuvres, quoi. Dans les Flandres aussi. Oui, voilà, c'est ça, justement, les Flamands, etc., etc. Et ce qu'il n'y a pas en France, enfin en France, en tout cas la France classique, quoi, si on peut dire, ou même en Italie, les scènes de genre avec, il y a eu le nain, évidemment, il y a eu des gens par la suite. Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir ça plus en France, effectivement. Et ça a certainement dû au fait que il y a eu ces précurseurs allemands et flamands avant. On remarque en France, qui était un pays où la ville, où il y avait le servage beaucoup plus qu'en Allemagne, où dans certaines régions les paysans étaient beaucoup plus écrasés que dans le nord de l'Europe. Des lenins, des poussins, tout ça c'est des peintres plus sombres quand même, qui peignent une sorte de malheur, de résignation, alors que là, en découvrant ces images, on voit un peuple de paysans fiers, armés, séditieux, prêt à en découdre, prêt à se venger, prêt à se défendre, et on sent une société qui existe. Bon, malheureusement, ils ont perdu, mais et s'ils avaient gagné, je ne serais pas là en train de... D'ailleurs, Luther, après, était le premier appelé à ce qu'on les arrête, à ce qu'on les massacre. À ce qu'on les égorge comme des chiens. Luther, comme beaucoup de révolutionnaires, il a commencé par une sorte de populisme démagogique contre le clergé, et dès qu'il a eu une position importante dans le monde, il s'est allié avec des puissants qui avaient intérêt à s'allier avec lui autant qu'il avait intérêt à s'allier à eux, parce que ce qu'il voulait, lui, c'était un peu de pouvoir, un peu de prestige, de pouvoir, comme tous les ambitieux. Et donc il a renié beaucoup de ses propres, comme souvent ça arrive aux révolutionnaires, il a renié beaucoup de ses propres principes. Il s'est retourné contre ses propres, on va dire, adeptes, certains de ses adeptes, pour flatter les puissants, pour être dans leur camp. Et lui, il concevait pas, je pense sincèrement, que la structure de classe de la société allemande puisse être complètement bouleversée. Lui, son combat, ce qui en faisait un allié objectif des petits princes, des roitelets allemands, c'était le combat contre le clergé catholique, et clairement pour s'emparer des biens et du prestige et du pouvoir qu'avait le clergé catholique. Voilà, écoutez, ça sera la leçon de cette émission consacrée à ce livre superbe, Peintres et vilains, aux éditions de l'Insomniaque, et au discours de Julius Vandal. Vous avez écouté, vous avez comme nous certainement eu la bouche ouverte à toutes les mouches qui étaient dans le coin. On remercie évidemment beaucoup Julius d'être venu représenter ce livre. C'est moi qui vous remercie. Non. On découvre beaucoup de choses, et puis on va continuer à en découvrir parce que ça nous ouvre des portes quand même. Voilà, c'est une bonne continuation de ce qu'on a fait sur les peintres du Nord jusqu'à récemment. D'ailleurs, un des derniers artistes du Nord dont on a parlé, c'est justement des communistes qui faisaient des fresques populaires dans le métro en Belgique, etc. Enfin, des gens, c'est pas une peinture que j'adore, mais enfin, en tout cas, c'est des gens engagés, des beaux êtres humains. Une peinture qui a du sens autre. Voilà. Que la pure esthétique. Absolument. Ouais. C'est en tout cas ce qu'ils défendent. Et voilà, c'est assez magnifique. Mais c'est un peu vrai, parce que moi j'ai une de mes filles qui habite à Bruxelles, et justement ces fresques, elles sont à la station en car, donc c'est ça, la station de métro qui est à côté de chez elle. Et je lui ai dit, tiens Anaïs, c'est rigolo, on vient parler du peintre qui a fait ça. Et alors sa réaction, c'est effectivement de me dire que oui, esthétiquement c'est pas ça, mais en fait ça fait quand même plaisir de voir ce travail, de rentrer dans des stations de métro où il y a des fresques partout, quoi. Tout à fait.
Bon, merci infiniment, Julius. On espère que peut-être qu'on t'en verra. Ouais. Mais mais est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si des gens sont intéressés pour découvrir ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Il est en librairie. Il suffit de le. Vous pouvez aller chez Publico, pour les Parisiens. Et sinon, il est en librairie normale, dans les Fnac, tout ça. Et sinon, vous pouvez le commander aux éditions l'Insomniac, qui a un site, l'insomniacéditeur.org, catalogue en ligne, tout ça, quoi. Enfin, comme tout le monde maintenant. Vous êtes à Montreuil. C'est comme ça et on est à Montreuil. Pour les Montreuil, ils peuvent venir boire un canon avec nous. Il n'y a pas de problème. Le mardi soir entre 5 et 7, c'est ça. C'est comme ça que j'ai pu avoir ce livre. Il y a une permanence. Il vaut mieux appeler peut-être pour s'assurer qu'elle est effectivement assurée. Voilà. Bon, on va mettre tout ça sur le blog. De toute façon, vous pourrez consulter le blog quand vous voulez. Et puis voilà. On précise que le livre est à 25 € aussi. Oui. Il les vaut bien. C'est un livre cartonné, tout en couleur. Donc, et finalement, malheureusement, c'est trop cher, mais bon, voilà. C'est comme ça. Merci, Julius. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Des gueux chantons la louange, que de gueux, hommes de bien, il faut qu'enfin l'esprit venge l'honnête homme qui n'a rien. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Au Parnasse, la misère longtemps a régné, dit-on. Quel bien possédait Homère, une besace, un bâton. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Vous qu'afflige la détresse, croyez que plus d'un héros, dans le soulier qui le blesse, peut regretter ses sabots. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. Du faste qui vous étonne, l'exil punit plus d'un grand, Diogène dans sa tonne, brave en paix un conquérant. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. D'un palais l'éclat vous frappe, mais l'ennui vient y gémir. On peut bien manger sans nappe, sur la paille on peut dormir. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. L'amitié que l'on regrette n'a point quitté nos climats, et le train qu'à la guinguette, assis entre deux soldats. Les gueux sont les gens heureux, ils s'aiment entre eux, vive les gueux. C'était Germaine Montero, les gueux. Germaine Montero, les gueux. Germaine Montero, les gueux. Les gueux sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub, à Racaille, une émission qui était consacrée à Peintres et Vilains, un bouquin des éditions l'Insomniac. Vous trouvez toutes les références sur le blog. Et puis qui coûte, il y a un jour d'une bagarre, mais alors je dis pas, fait les choses bien. Oui, et tout de suite, les expos à ne pas manquer. Alors, dans les expos à ne pas manquer, on a toujours à la librairie Publico Chantal Montelier, qui est BDiste, femme engagée, féministe, qui était venue dans notre émission justement et qui expose des planches originales à la librairie Publico. Donc c'est probablement jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc voilà. Allez-y, c'est sympa de voir son boulot. Elle nous a fait une belle émission en se racontant. Elle avait sorti un dernier livre qui s'appelait La Reconstitution, où elle se raconte un peu elle-même. Ouais. Sinon, vendredi 18 décembre, il y a l'Union pacifiste. Alors, l'Union pacifiste, c'est un petit clin d'œil à Roger qui anime cette émission, l'émission qui est sur Radio Libertaire le jeudi, je crois, à 18h. Il y a Roger et Gilbert, non ? Il y a René et Roger. Ah, René et Roger. Et René habite à Limoges. Oui. Et l'Union pacifiste, en fait, fête la sortie du livre Merci Cabu. Ce sont toutes les unes du journal de 75 à 93. Donc, c'est au 10 rue Bisson, dans le 19e, dans les ateliers de l'imprimeur.
Il y a une copine à nous qui s'appelle Marie-Christine Béguet, qui est justement qui est graveuse, qui expose, qui a un vernissage et une exposition. Donc là, c'est à Nîmes, c'est un petit peu plus loin. C'est une exposition qui s'appelle Contenant Contenu. Donc c'est à Nîmes, c'est au 4 rue Maubert. Et je vais parler d'une dernière exposition qui est Sonia Longstack dans la galerie Art et Société. C'est 19 rue du Pont Louis-Philippe, c'est au métro Hôtel de Ville. Et c'est une exposition qui est jusqu'en décembre 2015. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour des expositions qu'on a pour l'instant. Donc je sais pas, Robert, si Robert est en train de dire au revoir à Julius. Ça papote. Donc je leur ai coupé le micro pour que ça ne soit pas en ligne. Voilà, bon Robert, je te repasse sur un peu de micro. Hein. D'accord, on papotait là avec Julius. Bah oui, donc je vous avais coupé le sifflet à l'antenne. Voilà, tout de suite, pendant que Julius s'en va et papote avec Pigeco, les œuvres de la FA. J'avais un manque, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Hein. Je pouvais plus tenir. Bon, vous avez les éditions du Monde Libertaire, mais là, j'ai fait un petit peu un break puisque il n'y a pas de nouveauté, donc je me suis en quelque sorte déporté vers la librairie Publico et son catalogue de nouveautés que vous pouvez trouver sur le net, sur le site de la librairie d'ailleurs, avec les prix, etc. Et là, j'ai choisi évidemment Thomas Munzer, ou La guerre des paysans, qui est fait suite à ce dont on a parlé ce matin. Voilà, c'est écrit par Maurice Pianzola, c'est Héros Limite, c'est l'éditeur, 268 pages pour 12 €. C'est l'histoire d'un jeune Allemand né vers 1490, donc au XVe siècle. Peut-être plus tard, on sait trop rien. Il est mort en 1525, on croit en tout cas. Voilà, la tête tranchée par le billot. Et vous voyez, ça fait partie de ces 100 000 morts de cette insurrection paysanne. En mars 1525, 40 000 paysans fomentent une insurrection. Ils démolissent des centaines de châteaux forts et confisquent leurs richesses. À leur tête, un jeune prédicateur exceptionnel, Thomas Munzer, dont les discours radicaux inquiètent depuis longtemps Luther et les princes de l'Empire germanique. Ah non, c'est les éditions Libertaire, je suis glambre. 158 pages, 13 € à la librairie Publico. Alors, vous voyez, d'un côté c'est 12 €, puis de l'autre côté c'est 13 €. En tout cas, c'est justement, je trouve que ça complète bien, comme c'est le même auteur, ça complète bien tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin. Moi, en tout cas, à la lecture du livre de Peintres et Vilains, c'est vrai que ça m'a un peu titillé pour en savoir plus sur ce moment de l'histoire, en tout cas. Tout à fait. Voilà, à la librairie Publico, n'hésitez pas à y aller, elle publie il y a tout le temps des nouveautés, des beaux bouquins, pas chers, et Laurent est là pour vous accueillir avec son sourire subliminal. Je rajouterais, justement, j'y suis passée il y a l'autre fois, et on avait évoqué Lucien Bourgeois là sur le Faubourg et la vie ouvrière, et ils ont chez Publico, ils ont beaucoup de livres de ces éditions plein champ qui sont de l'écriture prolétarienne, justement. Voilà. Et puis bon, le Monde Libertaire qui en ce moment est un peu en stand-by, mais bon, on pense qu'au mois de janvier ou février ça va redémarrer. Et son corollaire, le hors-série, voilà, vous pouvez trouver tout ça. Il y en a peut-être encore des exemplaires à la librairie Publico, et en tout cas, dans cette librairie, vous pouvez vous y abonner, ce qui est pour les publications alternatives comme les nôtres, si vous voulez, le socle indispensable pour pouvoir continuer à apparaître. Voilà. Et puis la librairie Publico, 145 Pueblo à Paris, dans le 11e métro Oberkampf, Fille du Calvaire, au République. Voilà, la librairie du Monde Libertaire, qui a besoin de vous. Et qui a un espace militant accessible toute l'année, avec un plein pot de livres, et puis des revues, des DVD, des CD. Vous pouvez nous aider en nous adressant un chèque à l'ordre le Publico, 145 rue de Paris dans le 11e, en espèces ou carte bancaire directement de la librairie, sur notre site librairie-publico.com. Et puis Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste que vous écoutez en ce moment, et qui, pour vous servir des émissions haut de gamme, du point de vue du son en tout cas, a besoin aussi de vos thunes. Alors vous pouvez devenir ami, souscrire, prendre votre carte d'auditeur, etc., etc., pour pouvoir continuer à nous écouter, etc., 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 parce que bon, comme je le répète souvent, et pas pour dire à chaque fois, parce qu'il y a des fois on n'en parle pas du tout, malheureusement, on a une équipe de copains qui sont des pointures en technique et qui assurent la maintenance. Mais pour assurer la maintenance, il faut déjà avoir du matériel. Et ça coûte. Voilà.
Et puis aussi vous dire que vous pouvez écouter tous les dimanches à partir de 15h ou 17h selon le mélange avec Michel Polizzi. C'est un bon moment à passer. Et puis le dimanche matin, ni Dieu ni maître, de 10h à 11h. Ça aussi, c'est pas mal. Et puis je pense à tous nos copains, Claude, André, Claudine, Christiane, Annie, Karine, voilà, Luc, Patrick, qui perd, Claude et William, Jade, Adé, Marcel, Jean-Paul Souraz et notre stalinien préféré Jean-Claude, Françoise Christiane, Jean-Pierre Dozzi du Val d'Oise. L'émission est à l'écoute en podcast durant un mois sur Radio Libertaire ou sur notre blog Arakaï, ou tapez Arakaï, c'est bon. Voilà. Salut les copines, salut les copains, je dois tout de suite aller aux toilettes. D'accord. Bon, moi on va terminer donc avec la chanson de Paco Ibáñez, La Poesia est une arma cargata des Futuro, et dire que la semaine prochaine, on parlera d'une jeune graveuse qu'on va aller rencontrer à Lille, qui s'appelle Agnès Dubart, et de l'exposition Chagall, qui est aussi à la piscine de Roubaix. Je vous remercie à tous de votre écoute, et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.